Dans cette partie, nous allons étudier en détail le chauffage dans un four à micro-ondes et voir les conséquences sur la cuisson de plusieurs aliments tels que l'eau, l'huile et la glace. Et nous terminerons par voir comment vous pouvez utiliser la cuisson particulière d'un four à micro-ondes pour faire de la cuisine un peu hors du commun. Dans un premier temps, je vais décrire le mécanisme de chauffage dans un four à micro-ondes. Prenons un aliment d'épaisseur L. Cet aliment correspond en quelque sorte à la pomme que nous avons chauffée précédemment. Et nous allons essayer d'estimer par un calcul simple l'élévation de température dans cet aliment. Avant d'interagir avec l'aliment, le faisceau d'ondes micro-ondes a une intensité I0. À cause de l'interaction champ électrique dipôle, une partie de l'énergie est absorbée par l'aliment. Et l'intensité transmise après l'aliment est donnée par cette loi I0 fois exponentielle de moins alpha L, où alpha est un coefficient d'absorption qui dépend du type d'aliment et de la fréquence utilisée. Cette loi correspond à la loi d'absorption de Beer-Lambert, que vous avez probablement vue auparavant. Pour l'instant, en première approximation, nous allons supposer qu'il n'y a que de l'eau dans l'aliment. L'intensité absorbée est alors donnée par la différence entre l'intensité incidente et l'intensité transmise. Dans le cas où le produit alpha L est petit devant 1, comme nous le verrons plus tard, on peut simplifier cette expression en faisant ce qu'on appelle un développement limité. La puissance absorbée est donc donnée par l'intensité absorbée fois la surface de l'aliment. Comme l'intensité est proportionnelle au champ électrique au carré, et comme L fois S est égal au volume de l'aliment, on obtient une expression assez simple en fonction du champ E0, du coefficient d'absorption alpha et du volume de l'aliment. À partir de l'expression précédente, on peut calculer l'énergie absorbée pendant ΔT. Notez Q abs, qui est égal à la puissance absorbée fois le temps de chauffage ΔT. Pour estimer l'élévation de température dans l'aliment, nous allons utiliser les principes de la thermodynamique pour exprimer la variation d'énergie interne notée ΔU, qui est due au chauffage de la pomme. La variation d'énergie interne, U, s'exprime alors par ρ, la masse volumique, fois le volume de l'aliment, fois la capacité calorifique massique de l'aliment, fois la variation de température ΔT. Selon le premier principe de la thermodynamique, cette variation d'énergie interne est due aux échanges d'énergie sous forme de chaleur, notée Q, et sous forme de travail, W. Dans notre cas, il n'y a que le transfert de chaleur dû à l'absorption des ondes micro-ondes qui est à prendre en compte. Donc ΔU égale Q absorbé. Ce qui donne cette expression en utilisant le résultat trouvé juste avant. On peut donc estimer la température dans la pomme en combinant ces deux équations. On obtient alors une expression pour l'élévation de température en fonction du coefficient d'absorption, du champ, des propriétés thermodynamiques de l'aliment et du temps de cuisson. En utilisant les valeurs de la masse volumique et de la capacité calorifique de l'eau, il est possible d'estimer l'élévation de température dans l'aliment. Nous avons besoin également du coefficient d'absorption. Nous verrons plus loin que le coefficient alpha vaut environ 0,5 cm-1. Et le champ électrique est typiquement de l'ordre de 3 fois 10 puissance 3 volts par mètre. Pour 15 secondes de chauffage, on obtient alors une élévation de température de 25 degrés environ. À Bordeaux, la température est plutôt agréable et en prenant une température ambiante autour de 20 degrés, cela donne une température dans l'aliment de 45 degrés environ, ce qui est du même ordre de grandeur que la température mesurée expérimentalement, qui était entre 30 et 55 degrés. Nous avons donc réussi à estimer par un raisonnement simple la température dans notre aliment. Néanmoins, ce modèle est très simpliste, car il n'explique pas les différences de température entre le centre et les bords. Car en réalité, il y a également des pertes thermiques à prendre en compte. En effet, l'onde micro-ondes va tout d'abord être absorbée par l'aliment, mais il va y avoir ensuite des pertes en surface. Il y aura des pertes par convection et des pertes par rayonnement à considérer.
elles s'effectuent toutes deux en surface. La surface va donc se refroidir, ce qui explique que les bords soient plus froids que l'intérieur. Pour montrer qu'il s'agit bien d'un chauffage par les ondes électromagnétiques, nous allons refaire l'expérience avec une pomme, mais en plaçant du papier aluminium autour de la pomme. Si le papier aluminium est bien arrondi, ce n'est pas dangereux. Nous faisons chauffer la pomme pendant 15 secondes, comme précédemment. La question que nous nous posons est la suivante. Quelle va être la température dans la pomme? En plantant la sonde de température, comme précédemment, nous obtenons cette fois-ci une température de 23,5 degrés, c'est-à-dire presque la température ambiante. La pomme n'a donc pratiquement pas chauffé. Ceci provient du fait que le papier aluminium réfléchit les ondes électromagnétiques. Celles-ci ne peuvent donc pas pénétrer dans la pomme pour la chauffer. Voilà une bonne raison pour ne pas utiliser de papier aluminium dans un micro-ondes. Cela ne chauffera pas l'aliment. Dans un four classique, la pomme sera cuite même avec du papier aluminium. Ce sont donc bien les ondes électromagnétiques qui permettent de chauffer les aliments par absorption. Tous les aliments ne chauffent pas de la même manière dans un micro-ondes. Nous avons vu que le champ interagissait davantage avec les molécules polaires, telles que l'eau. Pour s'en convaincre, comparons la cuisson de l'eau et de l'huile. Pour cela, prenons deux coupelles, l'une remplie d'eau et l'autre remplie d'huile, qui sont à la même température initialement, c'est-à-dire la température ambiante. Nous allons les faire chauffer pendant 30 secondes environ. Après 30 secondes de chauffage, mesurons la température dans chaque coupelle. Commençons par la coupelle d'huile. Avec une sonde de température, nous obtenons une température autour de 40 degrés. Mais pour homogénéiser la température, nous pouvons mélanger. Et dans ce cas, nous obtenons une température autour de 43,9 degrés au final. Prenons maintenant la coupelle d'eau. Au toucher déjà, la température semble être plus élevée. Avec la sonde de température, nous obtenons une température de 50-55 degrés environ. Et en mélangeant, nous obtenons au final une température autour de 60 degrés. Et exactement de 61,8 degrés. On voit donc que la température de l'huile est beaucoup moins élevée que celle de l'eau. La différence de température provient du fait que l'eau est plus polaire que l'huile. En effet, l'eau, nous l'avons vu, a un moment dipolaire important, ce qui lui permet d'interagir fortement avec le champ électrique. L'huile est constituée de chaînes carbonées, comme illustré sur cet exemple. Son moment dipolaire est donc plus faible, ce qui se traduit par une interaction plus faible avec le champ électrique. On comprend donc que les molécules d'huile vont alors être moins à même de tourner en présence de champ, et donc de chauffer. Faisons une autre expérience. Il est également intéressant de comparer la cuisson de l'eau liquide et de la glace. C'est ce qui pourrait arriver par exemple avec un aliment congelé. Refaisons la même expérience que précédemment, mais avec de la glace à la place de l'huile. L'eau au départ est à une température de 24 degrés environ. Nous positionnons ensuite une coupelle de glaçons avec une coupelle d'eau liquide dans le four à micro-ondes. Nous allons faire chauffer pendant 30 secondes. Après 30 secondes, nous observons que la glace n'a presque pas fondu. Mesurons maintenant la température de l'eau liquide. Nous obtenons, comme précédemment, une température autour de 60 degrés environ. Pourtant, la glace contient de l'eau qui est polaire. Alors que s'est-il passé? La glace contient effectivement de l'eau, mais de l'eau qui est figée dans une structure particulière. Les molécules ne peuvent donc pas bouger librement, comme dans l'eau liquide. Il ne peut donc pas y avoir de transfert d'énergie aux molécules environnantes, par rotation.
Pour décongeler un aliment, il faut donc chauffer un peu, puis interrompre pour permettre une diffusion de la chaleur, puis réchauffer à nouveau, puis interrompre, etc. etc. C'est un chauffage par intermittence. Pour terminer cette partie concernant le chauffage des aliments, je vous propose d'essayer de faire cuire un œuf au micro-ondes. Dans un œuf cuit à la casserole, comme ici, le jaune cuit après le blanc. Et il est possible d'obtenir un jaune qui coule, comme ici, alors que le blanc est bien solide. C'est le principe de l'œuf à la coque. Faisons cuire un œuf au micro-ondes pendant 40 secondes. Et nous allons voir qu'il est possible de faire cuire le jaune d'œuf avant le blanc. Après les 40 secondes de cuisson, regardons comment cet œuf a cuit. En ouvrant l'œuf, nous pouvons voir que le blanc coule. Il n'est donc pas tout à fait cuit. Si maintenant on regarde la cuisson du jaune d'œuf, on s'aperçoit qu'il est cuit au centre. Effectivement, comme nous l'avons vu, la cuisson s'effectue en volume et la température est maximale vers le centre. On obtient donc l'inverse d'une cuisson traditionnelle à la casserole. Amusant, non? Si vous faites l'expérience chez vous, il faut faire attention à ne pas trop chauffer pour éviter l'explosion de l'œuf. D'ici là, je vous souhaite une bonne dégustation.